également le directeur général de l'Agence météorologique du Ghana et également mon collègue Pam Ndiaye, qui est chargé du département exploitation à l'ANACIM. L'objet de l'événement aujourd'hui, c'est pour parler des systèmes d'alerte précoce. Vous savez tous que nous assistons à un accroissement des phénomènes météorologiques extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, les fortes pluies, les événements de sécheresse, même pendant la saison des pluies, les forts vents. Et nous savons qu'à mesure que la température mondiale augmente, les événements extrêmes vont augmenter aussi bien en intensité et en fréquence et peuvent induire des impacts de manière cascadaire. Donc c'est pour cela que le secrétaire général des Nations Unies a lancé l'initiative Système d'alerte pour tous d'ici 2027. Donc c'est un programme phare de plusieurs agences des Nations Unies que l'Organisation météorologique mondiale coordonne. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter de l'avancement, en tout cas des acquis qui ont pu se faire au niveau de notre sous-région, la CEDEAO. Et je vais commencer par demander de partager des expériences entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Et ensuite, nous allons voir comment on peut coordonner au niveau de la sous-région pour faire face à l'avènement de ces événements extrêmes. D'un autre point de vue aussi, je pense qu'il y a des personnes ici qui suivent les négociations pour l'adaptation. Donc, il y a le Global Goal on Adaptation. Et quand on regarde les indicateurs qui ont été fournis, bon, les indicateurs sont en discussion, doivent être approuvés. Mais quand on regarde sur les 100 indicateurs, bon, on les met en deux groupes, groupe 9, groupe 10. On voit que les indicateurs du groupe 10, la plupart de ces indicateurs-là mentionnent les systèmes d'alerte précoce. Et les indicateurs 10, ce sont des indicateurs pour les process. Et il y a un indicateur spécifique sur les systèmes d'alerte précoce. On demande aux pays de mettre en place les systèmes d'alerte précoce. Donc, on voit que les systèmes d'alerte précoce constituent un outil efficace et sans coût prohibant pour l'adaptation. Donc, sur ce, je vais d'abord me retourner vers le DG de la Sodexam pour partager les expériences en Côte d'Ivoire, les leçons apprises et les défis. Merci DG. Ambassadeur aussi, allez-y. Merci beaucoup, chers collègues. Merci d'avoir pris l'heureuse initiative de rassembler ces pays frères, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, autour de cette thématique partagée. Je voudrais saluer la présence de l'honorable député, de monsieur le directeur de cabinet, pour leur présence également et l'ensemble de l'assistance. En Côte d'Ivoire, comme vous l'avez souligné, nous avons choisi, sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies à l'effet de mettre en place un système d'alerte précoce afin de protéger les populations. Par le passé, on a pu voir à travers les médias, l'ensemble de nos pays ont été touchés par des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc ce système d'alerte précoce qui est en train d'être mis en place en Côte d'Ivoire vise à protéger les vies, mais également les biens, compte tenu de l'impact de ces phénomènes climatiques extrêmes sur notre économie. Alors, nous avons mis en place le projet Vigiclim, un projet de vigilance climatique qui a trois composantes. La première composante est le renforcement des capacités de nos agents, des ingénieurs, des techniciens de la météo nationale. La deuxième composante est une composante infrastructure, avec la construction qui est en cours d'un centre d'alerte et de prévision météorologique au niveau national, ainsi que d'un centre de maintenance des équipements météorologiques, un centre à vocation régionale. Toujours au titre des infrastructures, nous nous dotons d'un radar météorologique qui va couvrir la zone sud du pays à travers la première phase de ce projet. Et enfin, il s'agit de doter chacune des régions administratives de notre pays, donc 31 régions administratives, de stations météorologiques synoptiques. Le déploiement est en cours du radar et de ces stations météorologiques. La dernière composante est le renforcement, j'ai parlé du renforcement des capacités, pardon. La dernière composante porte sur les applicatifs et les logiciels qui nous permettront d'avoir une plus grande précision en termes d'anticipation et de mise à disposition de données climatiques pour le secteur privé, mais également pour les décideurs. Donc voici les principales composantes. La première phase de ce projet Vigiclim a nécessité un investissement de 28 milliards de francs CFA.
et nous sommes en quête donc de la deuxième tranche de financement pour un montant d'environ 12 milliards de francs CFA. Nous sommes en discussion avec des partenaires. Ce qui est important à mentionner dans le cadre de ce projet qui est innovant à plus d'un titre, innovant tout d'abord parce que c'est la première fois qu'un projet climatique est financé par l'Agence française de développement. Ensuite, c'est la première fois que deux partenaires, deux bailleurs, mutualisent leurs efforts pour financer un projet climatique. En l'occurrence, là, nous avons bénéficié d'un financement de l'Agence française de développement, donc sous forme de prêt, et la Banque mondiale nous a rejoints par la suite, puisqu'elle finançait un projet de résilience climatique sur le district d'Abidjan, donc la capitale économique de notre pays. Nous avons eu des discussions et ensemble, donc, nous avons mutualisé nos moyens pour pouvoir construire ce centre national d'alerte et de prévision météorologique. Donc voici les quelques réponses mises en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire, et le projet Vigiclim est en cours de mise en œuvre. Il sera achevé en 2026 et toutes les composantes donc seront livrées à cet horizon-là. Merci DG. Je voudrais rappeler qu'il y a une étude qui a montré pour $1 investi dans les services météo, les bénéfices vont de 8 à 30 dollars et que les bénéfices sont même plus importants dans les pays en développement. Donc le projet que vous avez présenté est un projet exhaustif parce que c'est ce qu'il faudrait. Souvent, nous avons des financements, mais parcellaires. On finance ici quelques systèmes d'observation, là-bas quelques services d'alerte précoce, ce qui fait que les résultats ne sont pas, en tout cas, aussi probants que si on avait un financement qui permet de prendre en charge la chaîne de valeur complète, qui permet de fournir des services améliorés aux populations. Donc, je vais me retourner vers Oussamane, hein, DG de GhanaMet. GhanaMet, c'est l'agence météorologique du Ghana. Donc, would like to share your experience in early warning system and in Ghana. I know that Ghana is doing a lot, particularly these last years. So please share your insights. Okay, thank you very much, and privileged to be with you this afternoon. There is a saying that weather and climate knows no borders, and it's good as countries in West Africa, we will come together in a forum like this to, reflect on our weather and climate services and share experience, because the phenomenon is similar, our climate is similar, and the hazards are similar, and we get affected by economies, and so we need to work together to be able to provide weather and climate services to support decision making, to help save life and property, and support our economies. So we are excited to be with you. Ghana Meteorological Agency is a state institution established by an act of parliament to provide weather and climate services for socio-economic development of Ghana, and also ensure that international standards are maintained when it comes to weather and climate services. In doing this, the agency has moved from department to an agency in 2004, where it became a semi-autonomous body to provide weather and climate services, as I indicated earlier. In doing this, we have a various network of stations to collect the data, analyze this data, quality control this data, archive it for research, and also use the real-time data for our forecasting. We, in Ghana, come out with a 24-hour forecast, which is validated every 6 hours. We also issue an impact-based, our forecast is an impact-based forecasting, and show the hazards and how it's going to impact the citizen. And so we talk about what the weather is going to do, not what it's going to be. And then we do our, as I said, 24-hour forecast, validated every 6 hours. We come out with every 3 days forecast, and then weekly forecast. Apart from this product, we also have a sub-seasonal forecast, and then seasonal forecast to support planning, especially agric and water management.
Now we are going to an area, we are talking about climate and climate change. And one gap that we're having is having a long-range forecasting for 50 to 100 years to come. Climate projections to help decisions now to avert the scenarios in future. And so we are doing something we call a climate atlas. So the projection is coming in the form of climate atlas. This we are collaborating with our counterpart from Denmark Meteorological Institute to develop a climate atlas for Ghana. The prototype is almost ready. It can access on our website, and by the close of the year, we will have a complete climate atlas for Ghana. Government has shown a lot of interest in our operations these days, and so when we come out of our seasonal forecast, the Ministry of Agri will invite us to come and explain the seasonal forecast to them. Because for the past 2 years, we've had a very serious climate event or hazards that affected the country greatly. One was in 2023, where spillage of a water dam affected the downstream. A lot of communities and properties were destroyed. Just last year, there were long dry spells at the northern part of the country that affected our agric, and a lot of farmers were affected. About 430 farmers were affected, and about 870,000 hectares of farmland were affected, and this culminated into about $10.4 million for the economy. These are unplanned expenditure because of long dry spell and because we didn't take very critical notice of the seasonal forecast. And so that has brought a lot of attention to the agency. And so as I speak, our ministry is going through process to transform the Ghana Meteorological Agency into an authority. And so we are going through the process of amending our act from an agency to an authority to give us more power to regulate the space and also expand our revenue sources. And in all these things are going to help improve our service delivery. The government has also initiated the processes to retool the organization by providing all the logistics that we need to be able to deliver on our service. So in a nutshell, broadly, that's what I would say about how weather and climate services is being done in Ghana. But at least I'll have more time later to talk about the early warning for all as initiated by UN Secretary General, and where Ghana launched its early warning for all initiative and the process that we went through to share with you here. So that I don't take all the time. Give me a second bite and I'll come back to that. Thank you very much. Thank you very much, Eric, for your insightful experience. We see how you come up with having more attention from the government and getting more source and more consideration. So it's a lesson for us to learn. Maintenant, je me tourne vers l'ANACIM, Pam Ndiaye, qui est le chef département exploitation de la météorologie et qui va partager avec nous les expériences en matière de système d'alerte. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'avoue que notre modératrice du jour est mieux placée pour parler de cette thématique. Donc, s'agissant du système d'alerte précoce, mais je vais m'essayer à l'exercice quand même. Je suis le chef du département exploitation de la météorologie à l'ANACIM. Et c'est un département qui est au cœur des services d'alerte précoce. Donc, il y a beaucoup de services que nous fournissons à l'ANACIM, tels que les prévisions saisonnières, les projections climatiques, les prévisions que vous voyez à la télé. Hormis ces services, on a l'alerte précoce aussi qui est déclenchée en cas de phénomène dangereux. Donc, je dirais que le système d'alerte précoce est un levier très important pour réduire les risques de catastrophes, les catastrophes d'ordre climatique. Et c'est un service qui est fourni pour pouvoir anticiper sur les risques tels que les risques d'inondation,
auxquels nous sommes confrontés au Sénégal, mais aussi les risques de vagues de chaleur qui ont un impact sur la santé humaine, la santé animale. Donc c'est un service qui est fourni aussi pour prévenir par rapport à ces risques-là. Nous avons les risques d'accidents en mer qui sont liés aux phénomènes dangereux tels que la houle, tels que les vents forts, qui peuvent perturber la navigation maritime et aussi la pêche artisanale. Comme vous le savez, au Sénégal, nous avons 700 km de côte et des dizaines de milliers de pirogues qui naviguent régulièrement sur nos côtes. Donc, ces pirogues sont accompagnées par des alertes pour les prévenir sur l'occurrence de phénomènes extrêmes, pour leur permettre en réalité de décider quand est-ce qu'ils doivent aller en mer ou bien quand est-ce qu'ils doivent revenir sur le rivage. Donc, c'est des informations qui sont très importantes. Nous intervenons aussi sur le risque d'insécurité alimentaire. Comme vous le savez, on a une agriculture qui est très pluviale au Sénégal. Beaucoup de récoltes, beaucoup de produits et de variétés dépendent de la pluie au Sénégal. Donc, c'est important de pouvoir fournir des informations aux organisations paysannes, aux services techniques de l'agriculture, pour leur permettre en réalité d'anticiper sur les épisodes secs, c'est-à-dire les pauses pluviométriques, et nous permettre à terme de pouvoir avoir de meilleurs rendements au niveau du Sénégal. Donc nous jouons ce rôle aussi qui est très important pour la sécurité alimentaire. Nous intervenons aussi sur beaucoup de questions, notamment la gestion de catastrophes en général, mais aussi pour le secteur du tourisme, le secteur du transport. C'est très important de fournir des informations pour le secteur du transport, à savoir le transport aérien, le transport maritime, mais aussi le transport ferroviaire et routier. J'avoue que pour le transport routier et ferroviaire, nous n'avons pas encore mis en place des services dédiés à ces secteurs-là. Mais cependant, pour le transport aérien et maritime, il y a des services météorologiques qui sont déjà mis en place et fournis aux différents usagers, notamment pour le secteur de l'aviation. Je parle sous le contrôle de notre cher ami et député, M. Omar Sy, qui a longtemps travaillé dans le secteur de l'aviation civile. Donc, autant les organisations, les compagnies aériennes et tous les organes ATS ont besoin de ces informations pour planifier leurs vols, mais aussi pour planifier leurs activités au quotidien. Donc, c'est un travail de chaîne qui se fait, mais qui est très important et qui permet aux différents secteurs que je viens de citer de pouvoir vraiment anticiper, de pouvoir planifier les activités et de prendre des décisions cruciales qui leur permettront en réalité à terme de réduire les risques de catastrophe, c'est-à-dire réduire les pertes de pertes en vies humaines au niveau du secteur de la pêche, réduire les risques de perte de rendement au niveau de l'agriculture, réduire aussi les pertes en termes de catastrophes, surtout pour les inondations. Donc nous intervenons dans ces différents aspects pour pouvoir réellement anticiper. Avec le temps, avec l'initiative de l'OMM et des Nations Unies, les services d'alerte précoce ont évolué sur les prévisions axées sur les impacts. Donc les prévisions axées sur les impacts, c'est en réalité pouvoir prévoir les phénomènes météorologiques, mais aussi prévoir les impacts que les phénomènes pourraient avoir sur la population humaine, sur l'environnement, sur les infrastructures. Je donne un exemple très simple. On prévoit à Tambacounda, c'est une région du Sénégal, à Tambacounda, 45 degrés Celsius. En réalité, vis-à-vis de la population, c'est 45 degrés Celsius. Quel est l'impact derrière ces 45 degrés Celsius? Donc nous parvenons, avec la prévision axée sur les impacts, à dire à la population sénégalaise 45 degrés Celsius est prévu à Tambacounda. Ces 45 degrés Celsius peuvent engendrer des impacts sanitaires. Et voilà les personnes vulnérables qui pourraient être affectées par cette chaleur extrême. Donc ça nous permet en réalité, ça donne l'occasion, l'opportunité aux services techniques de pouvoir réagir sur le terrain en ayant une idée sur la personne ou bien sur la population cible sur laquelle il faudra
agir rapidement pour pouvoir réduire les risques de catastrophe. Dans le cadre des inondations, il y a une cartographie des inondations qui a été mise en place et cela nous permet à terme de pouvoir prévoir de la pluie, mais aussi dire quel est le risque d'inondation sur les différentes localités du Sénégal. Donc c'est en gros, pour ne pas être trop long, le travail que nous faisons, mais c'est un travail qui est multisectoriel et intégré. C'est-à-dire l'ANACIM en tant que service météo national, ou bien JMET, ou bien la Sodexam, ne pourront pas seulement faire ce service-là sans qu'il n'y ait la collaboration d'autres services techniques. C'est dans ce sens que nous travaillons avec la protection civile, avec les sapeurs-pompiers, avec le service d'hygiène pour la lutte contre les inondations. Nous faisons de même aussi pour le secteur de la pêche avec les services de l'État qui tournent autour de la pêche et de la navigation maritime. C'est de cette façon que nous le faisons aussi pour le transport aérien. Donc c'est une synergie d'action qui est mise en place pour pouvoir anticiper sur le risque d'ordre météorologique et climatique. Merci. Merci Pamgo. À travers ton intervention, nous voyons la panoplie de services offerts pour les différents secteurs qui sont sensibles aux conditions météorologiques et particulièrement aux événements extrêmes. Tu as cité le système de l'aviation. Donc le système de l'aviation, le secteur de l'aviation est bien normé. Donc comment les informations météorologiques sont utilisées dans le secteur de l'aviation civile est standardisé. Donc grâce à un travail de plusieurs dizaines d'années entre l'OACI et l'OMM. Mais par rapport aux autres secteurs, il faudrait qu'on arrive à ce niveau de standardisation. En tout cas, il faudrait qu'il y ait une coordination. Et qu'on sait qu'un système d'alerte précoce n'est efficace que s'il permet d'être intégré dans un système de prise de décision. Donc, je vais te relancer par rapport aux défis. Quels sont les défis que tu vois, ou bien les leçons aussi apprises par rapport à l'interaction avec les différentes parties prenantes? Par rapport aux défis, on se rend compte de plus en plus que le système d'alerte précoce il est essentiel, comme je l'ai dit tantôt, pour la prévention et la gestion des catastrophes. Et il est très important dans ce système d'alerte précoce qu'on puisse travailler avec tous les acteurs concernés. Donc c'est une pluridisciplinarité, mais aussi un travail qui est intégré. Donc il faudra que les différents acteurs puissent amener sur la table leurs services et ça nous permet en réalité d'anticiper et de travailler sur énormément de choses. Donc il y a la coordination aussi en tant que défi, il y a la gouvernance qu'il faudra revoir. C'est important, vous l'avez dit, pour le secteur du transport aérien. C'est un secteur qui est bien réglementé et ce n'est pas forcément le cas pour d'autres secteurs, notamment par rapport à la prévention et la gestion des risques. Donc c'est important qu'il y ait un cadre de gouvernance qui est mis en place. Et ce cadre de gouvernance pourra définir quels sont les différents acteurs, quels seront leurs rôles et comment on doit pouvoir collaborer, ces différents acteurs, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc ce cadre de gouvernance, c'est vraiment un défi qu'il faudra vraiment surmonter pour pouvoir arriver à anticiper sur les catastrophes. Donc un autre défi qu'on a, c'est par rapport à la technologie. Donc au renforcement de capacités techniques, parce que la technologie a beaucoup évolué. Dans le monde, les catastrophes sont gérées autrement. Donc il est important de pouvoir renforcer ces capacités techniques, donc de tous les acteurs. Je ne parle pas seulement du service météo national, mais des différents acteurs qui interviennent dans la prévention des risques et dans la gestion. Il y a aussi le renforcement de capacités en termes de formation. Donc, une compétence humaine, donc des ressources humaines de qualité qui pourront en réalité permettre de pouvoir jouer ce rôle. Donc, jouer ce rôle d'aide à la prise de décision, jouer ce rôle d'anticipation sur les risques de catastrophe. Donc, des aspects qui sont très importants, que ce soit le cadre de gouvernance, le renforcement de capacités techniques, la ressource humaine pour pouvoir gérer ce système d'alerte précoce et bien sûr le financement. C'est un SAP, c'est un système d'alerte précoce qui a besoin de fonds pour pouvoir être mis en œuvre. Donc c'est important aussi au niveau étatique, au niveau des bailleurs,
qu'il y ait assez de financement pour pouvoir gérer tous les aspects ou bien toutes les composantes du SAP, à savoir la connaissance du risque, la prévision et les alertes, la diffusion de l'information, mais aussi les capacités de réponse. Merci. Merci beaucoup, Pamgo. Bon, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement nous entend. Donc, pour les besoins de financement, je pense que nous avons commencé à en discuter avec Madeleine, qui est point focal pour le Fonds vert climat. Je pense que c'est une discussion que nous allons continuer. C'est vrai que, Pamgo, tu as mentionné les défis technologiques. Je voudrais juste mentionner un défi majeur, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a 15 jours, au congrès de l'OMM, il y a eu un appel pour voir comment les services météo doivent incorporer l'intelligence artificielle aussi bien pour la prévision que pour la gestion des données. Et également le volume de données, tout ce qu'on appelle Big Data. Donc là également, c'est un défi pour former les cadres météo à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de prévision et de gestion des données. Now I'm turned on to Eric. My dear friend, you may reflect on the early warning system in Ghana and the lesson learned and challenge you face. Thank you very much, my sister. And before I get to your question, I'm happy to have the policymakers here, our honorables and the ministers. And I think you make a point of financing, which is very critical. I want to say that the Met institutions are so critical assets to our nations, especially where we come from, in Africa, in West Africa especially. A lot of economic decisions are affected by weather and climate. Our resilience levels are not so high, and so we get so impacted when the extreme weather event happens. And therefore, this is the institution. We need to really capacitate it, build it, for them to provide us information to inform our decision making. And it's so critical, I need to emphasize that. Okay, then coming to your question, early warning for all mechanisms. In fact, everything that we do as a Met institution, all the weather and climate services we provide is geared towards early warning. We provide forecasts, information ahead of event happening to inform decision before they happened. So every work that we do is framed under the early warning. But in COP27, the UN Secretary General give a lot more emphasis and impetus on early warning for all and declared that by 2027, early warning for all should reach every citizen everywhere in the world. Flowing from that, he charged two main UN bodies, which is World Meteorological Organization and United Nations Disaster Risk Reduction, UNDR, to champion this early warning for all initiative. And then tax International Telecommunication Organization or Union and International Federation for Red Cross, IFRC, to be the pillars. So we have four main pillars: the WMO, the UNDR, the IFRC, and ITU, to be the anchor on which this early warning for all initiative is to be driven, and it makes sure that it reaches every citizen. And so if you look at it, first we need to understand the risks knowledge. And that assignment was given to IFRC, International Federation for Red Cross, the risk knowledge. And then the forecast, the gathering of the data, analysis of the data. The risk knowledge has to do with UNDR, United Nations Disaster Risk Reduction. Task was to ensure that we have knowledge about the risk. Then WMO was in charge of the Pillar 2,
which is the forecasting. And then ITU was in charge of Pillar 3, which is the dissemination, getting the information, using the telecommunication system to get the information to every citizen. And then International Federation for Red Cross was for preparedness and response when the disaster happens. And so in Africa, a number of countries started launching this early warning for all with the support of UNDR and WMO. And so 14 countries were selected, the least developed countries. As soon as they were finished, Ghana at COP28 in Dubai had a meeting with UNDR and WMO, with our National Development Planning Commission present, with Environmental Protection Agency present, with myself, Ghana Meteorological Agency, and had a meeting at COP28 and planned that we need to have early warning for all launch in Ghana. Beyond this meeting, WMO tasked its office in Africa, UNDR tasked its office in Kenya to collaborate with us to have early warning launch in Ghana. And so we had a couple of meetings online and then identify country level pillars. And so these 4 pillars I spoke about, if you come to country level, what are the country level pillars? And so for UNDR, you have national disaster management in Ghana, which is their country level rep. If you come to WMO at the global level, and the country level, you have Ghana Meteorological Agency and Ghana Hydrological Authority as their country level pillars. And then ITU, International Telecommunication Union, we have National Communication Authority at the national level as their pillar. And then the IFRC have Ghana Red Cross as their country level. So these institutions came together, working with UNDRO and WMO to come together and launch early warning for all in Ghana. And so first we started by identifying the risks that is pertaining to all these institutions for them to be able to perform and deliver on this early warning for what they require and what are the gaps. And so we did this analysis, and in October 2024, with funding from WMO, we launched early warning for all in Ghana. And it followed by a workshop to develop a roadmap for the implementation of early warning for all. And so we developed this roadmap with the support from World Food Programme, WFP, representing the UN resident organizations, because these are the initiatives from UN Secretary General. And so all the UN resident bodies were part of this launch, and WFP was tasked to coordinate these 4 pillars at the country level to develop this roadmap. And so we developed the roadmap, and in February this year, we launched, we validated it, and then got all the pillar leads heads signed on to this roadmap with programs and budget to ensure implementation of early warning for all in Ghana. One flagship aspect that we are going to do as the first activity is to ensure that the warnings that Ghana Meteorological Agency issue reach every citizen. Now when we issue our warning, you can find it at windy.com. You can find it at WMO Severe Weather Platform. You can find it at our website using the WMO Content Management System. And when we got here at COP, just 3 days ago, we started working with the support of WMO with Google. And Google has agreed 3 days ago to have our warning appear on all their search engines and their maps. What we were lacking is to have these warnings integrated into national platforms so that a Ghanaian holding a phone or in a radio station or television station, when we issued our warning, or cut through or pop up on our phone. And so as part of this early warning for all and these pillars working together and using the pillar 3 as communication wing is working with the Ghana Meteorological Agency
to integrate our warnings through the National Communication Authority and the telecommunication platforms to have it pop up in every citizen's phone when the warning is issued. And also now mobilizing the resources to ensure implementation where each pillar is focusing on getting the resources to work together to ensure that early warning will reach every citizen. In fact, what this has helped is to bring all these pillars together. We used to work in silos, but now with early warning for all and us developing roadmap together, signed on to by every pillar, and then coordinated by UN resident bodies and getting political support, we believe going forward, we will work as a team and ensure that early warning for all reach every citizen. Thank you very much. Thank you for the inspiring example. We are also in the process of launching officially early warning systems in Senegal. So you show that National Meteorological and Hydrological Service are key players for early warning, but they are not the only players. So we need the coordination you mentioned. Pour finir, avant d'interagir avec les personnes qui voudraient poser des questions ou donner des commentaires, je vais me retourner vers Excellence. Vous avez parlé des financements qui permettent de mettre en place les infrastructures pour donner des systèmes d'alerte précoce qui permettent de renforcer la résilience des populations. La question que je vous pose, c'est un peu la durabilité de ces financements. Nous savons qu'il faut continuer, compte tenu de tout ce que nous avons dit, pour le renforcement des capacités avec les nouvelles technologies. Comment ces financements seront durables? Merci. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, en amont, ce sont les gouvernements qui s'engagent en réponse à l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, avec l'appui du président de la République, donc la Côte d'Ivoire a répondu. Nous avons pu mobiliser 28 milliards pour moderniser notre système météorologique national. Le système d'alerte précoce est opérationnel aujourd'hui dans toutes ses composantes et il a pu être éprouvé les 2 dernières années à l'occasion des saisons des pluies particulièrement et des fortes inondations que nous avons pu connaître. Sur la question du financement, donc la première étape, c'est l'État qui se met en avant. Par la suite, lorsque le financement est acquis, dans les composantes de modernisation de la météo nationale, il y a un volet sur lequel le docteur Eric Assouman est revenu, c'est le cadre réglementaire et législatif, pour bien définir le rôle des différents intervenants, des différents acteurs. Donc nous nous sommes dotés d'un code national de la météo et d'un code d'alerte également, qui permet donc de normer et de séquencer les alertes et le système de vigilance. Une fois que ceci est fait, nous avons lancé également une étude sur les impacts socio-économiques de la météo nationale. Cette étude-là nous permet de définir de manière précise comment répondre aux besoins du secteur privé. Parce que le défi de l'ensemble de nos agences météo, ça va être la durabilité en termes de ressources financières pour ne pas être tributaire des financements publics. Donc nous avons lancé cette étude-là et aujourd'hui, nous sommes en avance sur un certain nombre de projets et d'initiatives, principalement d'abord avec le secteur agricole et le secteur des BTP, pour pouvoir fournir des produits et services sur mesure qui nous permettent année après année de renforcer l'autonomie financière de notre agence météo nationale. Donc je crois que la clé se trouve d'abord dans le cadre législatif qui permet de définir et cadrer les interventions du secteur privé. On sait le rôle que certains pays d'Amérique du Nord jouent pour la libéralisation et permettent à tous les acteurs d'intervenir, qu'il s'agisse du privé ou du public, dans l'émission de données météo. Donc il est important de cadrer cela et ensuite de pouvoir développer des produits spécifiques en lien avec les priorités nationales dans nos plans nationaux de développement. Et pour nos pays, c'est l'agriculture prioritairement. Donc nous travaillons déjà avec l'agriculture et nous avons pu mobiliser la Banque mondiale pour financer des projets qui nous permettent de toucher les agriculteurs dans leur région. À travers le système de SMS que le docteur Eric Assouman évoquait, nous avons 2 ou 3 projets déjà financés par la Banque mondiale qui nous permettent donc de rejoindre les agriculteurs à travers les téléphones portables, à travers les radios communautaires également et des actions de formation, de sensibilisation pour mieux intégrer le changement climatique dans leur programme de planting, de semis afin de renforcer la productivité. Je crois que ce sont ce type d'initiatives-là qui nous permettent de générer des ressources et de renforcer l'autonomie. Mais évidemment, la sensibilisation reste permanente pour rappeler à nos autorités, comme le disait le docteur Eric Assouman, que les agences météo sont des organismes stratégiques
d'aide à la prise de décision, d'anticipation et de préservation des vies, mais également des acquis économiques. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour $1 investi, $7 de bénéfices en termes d'anticipation sur les risques et les bouleversements climatiques. Merci beaucoup, Excellence. Je pense que là, vous nous avez donné des pistes parce que vous avez parlé du code de la météorologie. Vous nous avez également donné d'autres pistes concernant le partenariat public-privé. Je pense qu'il est important aujourd'hui dans ce monde. On ne peut pas travailler en silo, le secteur public, le secteur privé. Donc il nous faut le partenariat public-privé, mais également un partenariat avec le monde de la recherche pour améliorer les produits que nous fournissons. Donc je vais me retourner vers l'audience. Si vous voulez intervenir, vous avez des commentaires ou des questions. Donc, d'accord. Je reviens. Voilà, merci. Je voudrais d'abord commencer par féliciter. 3 questions, Hein? 3 commentaires d'abord. Hein? Nous allons prendre 3 commentaires et D'accord. revenir vers l'audience. D'accord. Allez-y, allez-y. Merci. Donc, je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter même, en tout cas, les différents panélistes par rapport, n'est-ce pas, donc, à ce thème qui est d'une importance vraiment cruciale. D'autant plus que nous, en ce qui nous concerne, le Sénégal, vous savez que l'information climatique aujourd'hui est au cœur, n'est-ce pas, donc, du dispositif. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, nous sommes confrontés très souvent à des pauses cycliques pendant, n'est-ce pas, donc l'hivernage, quelquefois même l'arrivée, soit l'arrivée tardive ou précoce de l'hivernage. Et l'information climatique permet, n'est-ce pas, donc, au moins de proposer quelquefois des variétés adaptées par rapport, effectivement, pour impacter un peu sur les rendements agricoles. Donc, d'où la nécessité de démocratiser un peu ce qu'on appelle l'information climatique. L'autre point également, c'est par rapport surtout aux phénomènes exceptionnels auxquels effectivement nous sommes confrontés. On a parlé d'inondations, on a parlé de vagues de chaleur. Même dans la conception aujourd'hui des ouvrages, dans le dimensionnement des ouvrages, il est important que l'ANACIM puisse participer dans la conception pour qu'effectivement jouer un peu sur la robustesse, n'est-ce pas, donc des infrastructures dédiées et qui peuvent également être résilients par rapport également à ces phénomènes d'intempéries auxquels véritablement nous sommes confrontés ces dernières années. L'autre aspect, c'est, vous avez parlé également donc je peux même parler de l'accès des données. Là, bon, nous, en tant que service technique, il nous est arrivé effectivement quelquefois qu'il y ait des commandes. Mais en ce qui concerne l'ANACIM, on a des difficultés parce qu'en fait, la procédure d'accès, n'est-ce pas, donc, aux données est un peu, je ne dirais pas compliquée, mais quand même c'est assez difficile. Il faudrait véritablement voir comment simplifier pour que nous, services techniques, une fois qu'on est interpellé, qu'on puisse également accéder à ces données-là pour également donner ça acquis de droit. L'autre aspect, on en parlait du cadastre, je parlais même de l'identification des zones inondables. Parce que de plus en plus, il y a on parle d'inondation, mais on a comme l'impression que les changements climatiques ont bon dos. Ce qui n'est pas souvent très souvent le cas. Parce qu'en fait, quand les gens s'installent dans des zones non édificantes, cela, effectivement, ne peut pas être tributaire des changements climatiques. C'est lié, bien entendu, soit à un mauvais aménagement, et il faudra véritablement, quand même, expliciter, aider quelque part, mettre en place des outils qui puissent aider à une bonne prise de décision. Voilà donc les quelques remarques que je voudrais faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Allez-y, bien sûr. Après, on vient là. Merci Aïda, merci à tout le monde. Moi, je voulais vous féliciter vraiment pour la pertinence de ce thème, qui est aussi un thème d'actualité que nous vivons et aussi qui nous parle au sein de nos communautés. Moi, je vais utiliser 2 casquettes. Peut-être la casquette de conseiller municipal au niveau de Saint-Louis, où je suis vraiment le président de la commission environnement. Et quand on voit qu'avec les événements extrêmes, les premiers impacts, vraiment, ça vient autour des communautés. Et nous, au niveau local, aujourd'hui, quelles sont les dispositions que nous devons prendre véritablement pour permettre vraiment à nos communautés d'intégrer ça? Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits sur le plan de la communication. Mais au-delà, parce que quand ça arrive vite,
et les impacts sont souvent incommensurables et puis avec aussi quelques conséquences sur le plan social et sur le plan économique. Le deuxième point, c'est que ces genres de side events sont vraiment une mine d'informations. Je parle sous le contrôle peut-être avec l'autorisation du directeur de cabinet. Aujourd'hui, si vous avez 5 recommandations fortes à faire, quelles seraient ces recommandations pour permettre vraiment de mettre ça aussi dans le rapport de la COP? Mais je terminerai vraiment par vous féliciter pour cette thématique qui est vraiment une thématique d'actualité. Merci. Merci beaucoup. On va prendre tous les points. Merci. Donc, je crois que je voudrais commencer par remercier donc, les panélistes. Et je vois cette belle solidarité africaine où on parle effectivement des systèmes d'alerte précoce dans nos États respectifs. Je parlerai du cas du Sénégal que je connais. Et c'est pour féliciter encore les pas de géant que l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, est en train d'être fait donc, dans le domaine des systèmes d'alerte précoce, qui est en tout cas qui a une transversalité aujourd'hui au Sénégal, parce que ça touche le domaine de la pêche, de l'agriculture, de la santé, des inondations, de la prévention des catastrophes. Et tout cela s'est fait dans un temps réduit. Nous avons vu les bons qui ont été faits. Et de ce point de vue-là, nous avons parlé tout à l'heure du cadre réglementaire. C'est vrai que nous avons en gestation une loi sur le changement climatique, mais je crois qu'on devrait aller vers une loi cadre qui prend en compte en tout cas tous ces aspects liés à l'environnement, au changement climatique, aux alertes précoces, pour que les acteurs puissent en tout cas se retrouver au cours d'un cadre unitaire et qui permettra de réaliser les objectifs dans ce domaine. Encore une fois, nous porterons encore le plaidoyer pour que l'ANACIM soit renforcée du point de vue budgétaire, mais également du point de vue du partenariat bilatéral pour que les missions de l'ANACIM puissent être menées à bien. Je vous félicite encore et c'est un plaisir de vous retrouver ici. Merci beaucoup, honorable. Alors, oui. Bonjour à tout le monde. Félicitations encore pour vos analyses pertinentes. C'était très intéressant. Je voudrais poser une question concernant l'aviation civile, mais aussi l'agence, ce que vous faites globalement, vos agences, concernant la politique spatiale. Puisque on sait qu'au niveau de l'Union africaine, il y a l'agence continentale africaine qui a été créée depuis 2019, mais je pense que c'est quelque chose d'incontournable. Puisque quand on parle d'alerte précoce, cela nécessite bien sûr des données pour ce suivi en temps réel, avec une exploitation des données, une collecte, une exploitation, une diffusion de l'information en temps réel. Et je pense que le satellite est un outil essentiel de cette collecte. Et je sais que beaucoup de pays africains, ils sont peut-être pas trop avancés, mais ils essaient de développer cette politique spatiale pour pouvoir alimenter justement, et c'est complètement en lien avec ce dont vous parlez. Donc, ma question était de savoir qu'est-ce qui se fait au niveau national, dans les pays respectifs, mais aussi qu'est-ce qui se fait sur le plan régional ou même bilatéral, puisque je me dis que les pays doivent, disons, s'essayer ou tenter un nivellement vers le haut. Je veux dire par là, les pays qui sont les plus avancés dans ce domaine peuvent partager leur expérience pour pouvoir tirer les pays qui sont moins avancés dans ce domaine. Et je sais que le Sénégal a déjà, déjà fait des pas, puisqu'il y a eu le lancement du premier satellite l'année passée, au mois d'août 2024. Et je sais qu'il y a des choses aussi qui sont en train d'être faites dans ce domaine-là. Sans développer, on sait qu'il y a un centre de fabrication, de production de satellites qui est prévu. Et voilà, qu'est-ce qui se fait au niveau national et qu'est-ce qui se fait dans le cadre de la coopération entre pays et au niveau sous-régional? Merci. Je ne sais pas si DC, vous voulez intervenir? DC veut intervenir.
Maybe Voilà, I je give vous you remercie, Monsieur Ndiaye. 1-2 minutes. Je voudrais juste commencer par remercier l'ensemble des intervenants, parce que là, on a une belle traduction de la solidarité sous-régionale africaine. Mais c'est une solidarité, c'est vrai, qui est faite de façon volontaire, mais qui peut nous être aussi imposée par les réalités que nous vivons. Je dirais que c'est une évidence, une banalité même, de dire que les problèmes environnementaux, ce sont des problèmes qui dépassent les frontières, qui ne connaissent pas les frontières. Et ça, tout le monde est d'accord. La houle qui va poser des problèmes au Sénégal, peut-être prend sa source dans des événements météorologiques ou des événements climatiques qui se déroulent à des milliers de kilomètres. Et les impacts ne s'arrêteront peut-être pas au Sénégal, pour peut-être toucher le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'autres États. Donc on est obligé de travailler ensemble pour régler ces questions, en tout cas réagir par rapport à cette question. D'où la nécessité pour moi d'avoir un dispositif de résilience régionale qui va permettre d'intégrer ou d'intégrer les différentes initiatives au niveau sous-régional et d'agir en même temps par rapport à des phénomènes qui pourraient nous toucher et dont les conséquences pourraient être conséquences régionales. Tout à l'heure, Madame la directrice, vous m'avez interpellé par rapport au financement. En fait, je pense qu'il y a deux types de financement. Les financements, enfin, plusieurs types, mais on les classe pour simplifier en deux, internes et internationaux. Du point de vue international, la solidarité internationale ou le dispositif même conventionnel international oblige certains États à intervenir pour appuyer nos différentes initiatives par rapport à la prise en charge des questions climatiques ou des questions environnementales. Au niveau interne, heureusement, je suis assis à côté d'un député, c'est lui qui donne les sous. Donc, je pense que, comme il l'a promis, il va continuer à faire un plaidoyer pour qu'on puisse avoir des financements beaucoup plus efficients par rapport à la prise en charge de ces problématiques. Alors, j'avais, pour terminer, peut-être juste une question, parce que je ne voudrais pas faire un panel à la place des panélistes. Donc, juste une petite question qui s'adresserait à tous nos trois panélistes. Est-ce qu'il y a un dispositif d'évaluation du système d'alerte précoce? Et je pense que ce dispositif pourrait être important pour l'amélioration et l'adaptation des systèmes d'amélioration précoce qui sont mis en place. Je vous remercie. Merci, merci, monsieur le directeur de cabinet. Merci à tous pour vos questions et votre engagement. Questions pertinentes. Je vais donner aux panélistes le soin de répondre peut-être en 1-2 minutes. Essayez de prendre les questions qui vous interpellent le plus, d'y répondre. Vous pouvez commencer. Ah, you can start, please. Thank you very much, and thank you for making it very interactive. We are excited about that. The question that was posed, 5 priority or recommendations that I want to touch on that briefly. He needs to hear it because he asked the question, yeah? So, for us to be able to deliver on our work properly, technically, let me start from the data. Data is critical. We need them in the good resolution, good spread of our data collection tools to be able to collect a lot of data. The density of the data, the better the resolution of your models and your forecasts. One of the honorables spoke about satellites. Yes, we like satellites, but the in-situ data is critical. They complement each other. Satellites will give you some information, but even that information needs to be validated by in-situ data. And there is a research that we were just told here that using in-situ data give you far more, about 30% more accuracy level than using satellite data that give you about 5% accuracy level. And so as much as we want satellite, we still need the in-situ data to support our work. The capacity of our staff is critical. We need to build the capacity for them to use the technology that are coming. But most importantly, I'll talk about financial independence. We know governments are stressed. There are a lot of demand on government budgets. Schools, hospitals, and people are going on strike. Doctors are going on strike. And
compare that one to buying equipment with the Met people, you're likely to make sure that people don't die at the hospital than buying equipment for the Met service to say it will rain or it will not rain. And therefore, for us to have sustainability, we need to probably look at making the Met people financially independent. And that's dovetail into legislation. If we put in place some legislation to empower them, as I just told, share Ghana experience, we are an agency, but government is going beyond being an agency, transitioning us from agency to an authority. In so doing, it brings into it some funding mechanisms that by law we are supposed to get as an institution. That will not make us dependent on government budget to be able to deliver on the service. So I think that's one major recommendation that I'll give. And then mainstream our work. Let everybody taking decision in the country take into consideration weather and climate services, because it's critical. As a local government or local authority, you are building a drainage in your community. You should be mindful of how the rainfall is going to be in the next 20 years, 50 years to come. The runoffs, that's the drainage you are building, should be able to absorb today. Else you build it today, tomorrow, you need to break it and build another one. And so mainstream climate, weather and climate services in our decision making will make people realize the significance of the organization and prepare to contribute towards its financing. Thank you very much. Merci. Je vais terminer par DG de Sosexam. Ou bien je termine par toi. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur deux ou trois questions en essayant de rester dans les 2 minutes. Tout d'abord sur la question de l'accès aux données climatiques. Nous avons été confrontés à la même problématique. Nous avons comme vous des stations centenaires, des données qui remontent à plus d'un siècle et l'accès à ces données-là est un problème. La première des actions que nous avons menées, c'est que nous avons discuté avec les partenaires de l'OMM. Nous avons pu obtenir un financement pour numériser nos données centenaires, ce qui facilite l'accès lorsqu'on a des demandes, qu'il s'agisse de demandes du secteur public ou du secteur privé. Aujourd'hui, ces données sont numérisées, le traitement est beaucoup plus diligent parce que lorsqu'on vous saisit, on attend une réponse dans la semaine. Si vous mettez 1 mois, on vous dira bah, écoutez, vous êtes hors délai et c'est plus pertinent. Donc on a eu ce financement de l'OMM et pour pouvoir poursuivre le travail, nous avons nous-mêmes recruté et formé des stagiaires qui ont poursuivi le travail et l'ensemble de nos données sont aujourd'hui numérisées, ce qui nous permet d'avoir une grande réactivité vis-à-vis du secteur privé, notamment lorsqu'il y a des grands chantiers d'infrastructure, qu'on vous demande des données, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre 1 mois. Donc voici comment nous avons traité cette question-là sur l'accès aux données. Sur l'installation dans les zones non édificantes, nous avons les mêmes problématiques dans le district d'Abidjan principalement. Ce que nous avons fait dans le cadre de la mise en œuvre de notre système d'alerte précoce, c'est qu'il y a eu une étude de l'ensemble des zones à risque. Et cette étude a permis de cartographier les zones à risque. Des missions de terrain sont allées sensibiliser les populations et la majorité des populations ont accepté de quitter ces zones à risque. Mais nous avons malheureusement quelques poches de résistance. Par rapport à ces poches de résistance, ce qui a été fait, c'est qu'elles ont été informées des risques encourus et des périodes les plus dangereuses pour les zones où elles habitent. Les pompiers civils qui sont nos partenaires, le ministère de l'Intérieur fait partie de l'architecture nationale, sont informés également. Donc lorsqu'il y a une occurrence d'événements climatiques, les pompiers civils sont prépositionnés et vont sensibiliser les populations sur la base de nos prévisions avec des impacts sur le terrain, peuvent donner des informations en disant « Nous attendons tel nombre de millimètres de pluie dans ce quartier-là, vous êtes dans une zone à risque, quittez momentanément votre habitation pour ne pas vous exposer. » Et si les personnes demeurent, les pompiers civils sont prépositionnés. Lorsqu'il y a des situations, ils peuvent intervenir promptement. Ce qui nous a permis ces 2 dernières années d'avoir des saisons de pluie sans perte en vie humaine sur les zones à risque pour le district d'Abidjan, 100 ans. Ensuite, sur la préoccupation de la ville de Saint-Louis, quelles dispositions au niveau local pour permettre aux communautés d'intégrer les impacts? Ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet Vigiclim, c'est que nous avons impliqué l'ensemble des collectivités locales. Je n'ai pas pu présenter les slides parce que c'est un dialogue interactif, mais nous avons une architecture qui intègre les préfets et les maires, les élus locaux. Et nous avons financé des plans communaux de sauvegarde, ainsi que des plans départementaux de sauvegarde, donc qui ont vu l'implication des communautés locales. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, j'ai le plan
communal de sauvegarde qui a été élaboré de manière participative. Donc les communautés savent les risques, savent les actions à mener et nous, en tant qu'autorité locale, lorsqu'il y a une situation climatique extrême, nous savons les actions à mener, les acteurs à joindre, à toucher. Nous disposons de sites d'hébergement d'urgence, nous savons comment faire intervenir les différents acteurs, chacun connaît son rôle et sa mission. En termes de recommandations fortes, s'il y avait 5 recommandations fortes, moi je recommanderais d'abord une collaboration renforcée, comme le Sénégal nous en donne l'exemple, entre les pays de la zone. Ensuite, avoir une sensibilisation permanente des décideurs. Nous avons mis au niveau de la Sodexam un plan de communication qui rappelle à intervalles rapprochés aux décideurs le rôle de la météo, d'un système météo national, ce qui nous a permis d'obtenir justement les financements que nous avons pu obtenir. Ensuite, je pourrais recommander de continuer à sensibiliser les populations sur l'importance de nos systèmes météo nationaux dans la lutte contre le changement climatique et les économies qu'on peut générer en intégrant justement la météorologie et le climat dans nos plans nationaux de développement en amont, en intégrant donc les risques qui sont liés à cela. Et enfin, peut-être de générer des produits spécifiques pour le secteur privé qui nous permettent également d'avoir une meilleure autonomie financière. Voici les quelques éléments de réponse que je voulais apporter, en félicitant à nouveau le Sénégal et en disant que sur la coopération régionale, nous avons signé un accord de partenariat avec la météo ghanéenne, avec laquelle nous travaillons. Et je vous tends la main, chers collègues. Nous serons heureux de pouvoir formaliser une collaboration avec vous également. Merci beaucoup. Bien entendu. Merci beaucoup. Donc, je vais réagir sur 2 ou 3 questions. Commençons par la question sur les infrastructures. Le rôle que la météo, l'ANACIM joue à travers la fourniture de données. Il est vrai que le climat évolue. Le climat n'est pas statique, donc ça évolue énormément. Et il est important pour les infrastructures que des données récentes soient fournies. Donc, pour cela aussi, il est important qu'on ait des données un peu partout sur le Sénégal. Donc, il y a cette couverture en termes de données qui est assez importante. Et d'ailleurs, le gap qu'on a en termes de données est plus ou moins suppléé par les satellites. Donc, il y a les mesures de télédétection qui sont effectuées en utilisant des satellites. Pas des satellites du Sénégal, pas encore, pour les aspects météorologiques, ce n'est pas encore le cas. Mais au niveau mondial, il y a une organisation qui gère tous les satellites météorologiques. Donc, nous avons accès à ces satellites-là et qui nous donnent en réalité des informations assez précises. Je dis bien assez précises, mais il est important au niveau national qu'il y ait cette technologie qui évolue. Effectivement, le Sénégal est dans cette phase-là et c'est important qu'on puisse continuer afin de pouvoir disposer d'informations un peu plus précises. Mais globalement, l'interaction avec les différents secteurs, que ce soit infrastructure, agriculture, pêche, le tourisme, les énergies, il y a le code de la météorologie qui pourrait énormément aider. Je parle de code, ça peut être une loi, mais il faudra un cadre réglementaire qui nous permettra en réalité, nous, météorologues, et les acteurs, en réalité, les utilisateurs de l'information, de pouvoir interagir dans un cadre réglementaire. Ce qui permettra en réalité, pour la gestion des risques de catastrophe, pour les infrastructures, pour les énergies, on saura en réalité quels sont les services que la météo peut fournir pour pouvoir aider ces différents secteurs. Donc ce cadre réglementaire est très important et à terme pourra nous permettre de mieux organiser tout ce qui est services météorologiques, climatiques, projection climatique et changement climatique. Par rapport aux satellites, c'est bon. Donc il y a un GNSAT qui est au Sénégal qui commence à, disons, fournir des données. Mais il est important qu'on puisse, disons, davantage travailler ensemble pour voir comment on peut utiliser ces aspects de satellites par rapport à la fourniture d'informations météorologiques et climatiques. Pour le plan régional, je pense qu'on a un cadre qui nous lie. On a une organisation des Nations Unies qui est l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui régit plus ou moins la météorologie au niveau mondial et qui a mis en place un programme qui est appelé Programme de prévision d'événements extrêmes
Et dans ce programme, il y a un centre régional que Dakar gère, qui est un centre météorologique régional spécialisé. Donc c'est un centre régional qui est géré par Dakar et qui fournit des produits d'orientation, c'est-à-dire des produits d'aide à la prise de décision, pas pour les acteurs ni aux populations, mais pour les services météorologiques nationaux. Donc nous fournissons des produits aux services météo nationaux de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour leur, disons, aider à mieux élaborer tout ce qui est service d'alerte précoce au niveau de leur région. Donc c'est un cadre qui nous permet d'échanger. De façon plus globale aussi, il y a un échange de données qui se fait entre les différents pays. Donc on a, disons, c'est le centre régional de télécommunications qui est toujours à Dakar, qui est géré par la SECNA, que certains parmi vous connaissent. Et ce centre-là nous permet d'échanger des données de façon systématique. Donc au niveau de nos services météo, on peut accéder aux données de Accra à temps réel, on peut accéder aux données de N'Djamena, d'Abidjan et même d'Europe et d'États-Unis. Donc c'est un centre qui nous permet vraiment d'échanger ces données à temps réel et qui nous aide énormément à fournir le service météorologique. Parce que les phénomènes météorologiques que nous avons au Sénégal, le DC l'a dit tantôt, là où il vient d'un peu loin, la pluie effectivement peut venir depuis N'Djamena, depuis Niamey, depuis Ouagadougou, depuis Bamako avant de venir au Sénégal. Donc c'est pourquoi l'atmosphère n'a pas de frontières. Donc il est important qu'on puisse continuer à échanger ces données au niveau sous-régional, mais aussi au niveau mondial. Pour le suivi des cyclones, des ouragans, les pays d'Amérique, en réalité, ont besoin de nos données pour pouvoir suivre ces cyclones, dont la genèse est pratiquement sur les côtes, disons, d'Afrique de l'Ouest. Je ne dirais pas seulement du Sénégal, mais de la Guinée, de la Mauritanie. Donc, cet échange de données est essentiel pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. La dernière question concernait l'évaluation. Donc, l'évaluation du système d'alerte précoce. Je peux dire que récemment, il y a eu un consultant de UNDRR, c'est l'Organisme des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, qui a été commis par l'Organisme des Nations Unies afin d'évaluer notre système d'alerte précoce. Donc, il a étroitement travaillé en priorité avec la protection civile, mais aussi avec la NACIM, avec la DGPRE, qui gère tout ce qui est ressources en eau, mais aussi avec la direction de la gestion et de la planification des inondations. Donc, cette évaluation est disponible et pourra être, disons, transmise pour des informations bien au besoin. Il y a aussi l'évaluation du plan décennal de gestion des inondations qui a été commis par l'État du Sénégal. Dernièrement, ils ont fait le tour des différents acteurs de lutte contre les inondations, aussi bien la NACIM que les autres acteurs. Cette évaluation aussi est disponible parce que c'est un cabinet sénégalais qui a été commis pour faire l'évaluation du plan décennal sur la gestion des inondations. Donc il y en a de part et d'autre et je pense que c'est des rapports qui sont disponibles et qui pourraient être exploités. Merci. Merci bien, Pamgo. Je pense que la plupart des questions ont été répondues. Peut-être rebondir un peu sur l'évaluation. C'est vrai que nous avons des évaluations de temps en temps qui sont liées à des projets. Mais dans le cadre de la fourniture de services, ce serait bien d'avoir une évaluation par les utilisateurs de manière pérenne. Peut-être que c'est quelque chose qu'on doit considérer en tant que service météorologique, mais on va y travailler. Maintenant, monsieur, vous nous avez interpellé sur les questions de données. Je vais aussi parler des données satellites. On voit qu'il y a de plus en plus une avancée en matière de disponibilité de données satellites. Il y a des technologies nouvelles avec des nanosatellites, des satellites privés. Mais il ne faut pas oublier que les données in situ, les données mesurées in situ, sont toujours essentielles. Parce que ces données sont aussi importantes pour calibrer, valider les satellites, importantes pour calibrer, valider les modèles de projection climatique. Ces données, Pamgour l'a rappelé, en fait sont échangées au niveau international à toutes les heures. Ce sont ces données-là qui vont alimenter les modèles de prévision des grands centres qui nous reviennent et qui nous permettent de faire des prévisions et d'avoir des systèmes d'alerte. Donc les données sont capitales. Donc l'OMM, en fait, a été créé sur la base de l'échange des données.
parce qu'ils se sont rendus compte que, comme vous l'avez dit, rappelez que les phénomènes météorologiques n'ont pas de frontières. L'échange de données, c'est fondamental et c'est basé sur des standards. Maintenant, au niveau national, comment faire pour que les données soient accessibles? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, la digitalisation est en cours, mais je pense que vous parlez plus de l'accès à des données sans contraintes financières. Mais il faudrait que les données soient considérées comme un bien public, d'abord national et puis international. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la COP30, il y a des initiatives qui sont en train de considérer les données météorologiques comme des biens internationaux. Parce que si, par exemple, il n'y a pas de données sur le Sénégal, les données ne sont pas échangées sur le Sénégal, les prévisions sur le Sénégal vont être dégradées, mais les prévisions sur l'Europe aussi vont être dégradées. Donc, on est en train de voir quel mécanisme il faut mettre en place pour financer les systèmes d'observation. Maintenant, les données qui sont recueillies au niveau national, il faudrait qu'au niveau du Sénégal, qu'on se rende compte que les données climatiques ne sont plus les données de l'ANACIM, ce sont des données nationales. Et que les différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, mettent des moyens pour que ces données-là soient archivées dans des bases de données qui sont accessibles et qui ont les derniers standards internationaux. Je pense que tout à l'heure, on a mentionné la loi sur le climat. Dans la loi sur le climat, on a demandé à ce que l'observation et les données soient inscrites. Je ne vois plus Boubacar ou d'autres qui y travaillaient, mais nous espérons que les données, l'observation vont être inscrites dans la loi sur le climat au Sénégal, de fait que ces données puissent être partagées gratuitement, parce qu'il faut rappeler que les pays membres de l'OMM ont signé la politique d'échange des données. Donc il y a 2 ans. Donc nous sommes tenus à échanger les données essentielles, peut-être pas toutes les données, mais les données essentielles, y compris avec la communauté des chercheurs. Donc nous avons peut-être des textes obsolètes qui demandent à ce qu'il y ait une redevance sur les données. Normalement, en tant que membre de l'OMM, ayant signé la politique de partage des données, il faudrait que ces données puissent être échangées, les données essentielles, avec la communauté internationale, avec la communauté nationale des chercheurs, des gens qui travaillent sur les impacts, mais il faudrait que ces données puissent avoir un fonds qui permette d'alimenter la base, c'est les systèmes d'observation, la gestion des données, leur archivage. Donc c'est ce qui manque actuellement. Personne qui finance les données au Sénégal. C'est à partir de quelques projets que nous les finançons. Donc pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble des participants pour leur engagement et remercier les panélistes. Et nous avons eu l'honneur vraiment d'accueillir le DG de la Sodexam, le DG de Ganamet. Nous vous remercions extrêmement et nous avons bien pris note de la nécessité de renforcer la collaboration internationale. Nous allons vous y répondre bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.